Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Africafé. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'une des institutions panafricaines les moins médiatisées, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Créée en 2004, la Cour africaine cumule des compétences à la fois consultatives et contraignantes. Elle vient compléter l'action de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et ambitionne de renforcer la protection des droits humains sur le continent. Mais quel est concrètement le mandat de la Cour ? Quelles sont ses prérogatives et comment fonctionne-t-elle au quotidien ? Troisième juridiction continentale de ce type, aux côtés de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, en quoi l'initiative africaine se distingue-t-elle de ses homologues ? Après près de 20 ans d'existence effective, la Cour traverse-t-elle un point d'inflexion entre contestation, retrait et besoin de réforme ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Martial Mané, professeur de droit international à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir pour cette émission sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, donc Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est un sujet particulièrement passionnant et surtout pour vous qui avez consacré votre thèse de doctorat à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez donc longuement travaillé sur ces questions de droits de l'homme dans le contexte africain. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer le contexte de la création de cette cour et quel était l'environnement historique et politique qui a accompagné la naissance de cette juridiction ? Alors, pour comprendre la naissance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il faut revenir un petit peu en arrière et à 1981, voire même avant, avec l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est l'acte fondateur du système africain de protection des droits de l'homme, qui tout au long de son existence, et donc jusqu'à aujourd'hui, ne cesse de se développer à la fois d'un point de vue normatif, d'un point de vue procédural, il connaît quelques difficultés, on en reparlera, mais d'un point de vue normatif, qui ne cesse de se développer. Donc le point d'ancrage important pour comprendre le système africain de protection des droits de l'homme, c'est 81 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Néanmoins, les réflexions sur un système africain de protection des droits de l'homme ont débuté dès les indépendances, dès les années 60. Et la question d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est posée dès le début, dès 61, notamment lors d'un congrès qui s'est tenu à Lagos et qui a débouché sur un texte final, un texte conclusif de ce congrès, qu'on a l'habitude de nommer la loi de Lagos et dont j'ai sélectionné un bref extrait, ce sera le seul extrait que je vais vous lire, mais qui stipule qu'afin de donner plein effet à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la présente conférence invite les gouvernements africains à étudier la possibilité d'adopter une convention africaine des droits de l'homme et qui soit garantie par la création d'une cour compétente que tout individu relevant de la juridiction des États signataires puisse saisir. Donc on le voit, dès 61, l'idée d'une cour, d'une juridiction est là. Mais comme vous l'avez dit dans votre présentation, il faudra attendre 1998 pour que le protocole de Ouagadougou, c'est-à-dire le protocole qui institue la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, soit ratifié. Alors pourquoi une telle attente ? Il y a plein de raisons. C'est avant tout des raisons politiques, notamment les États de l'Union africaine, donc de l'OUA jusqu'aux années 2000, ça s'appelait l'OUA, ne voulaient pas se lier forcément du point de vue du respect des droits de la personne humaine avec une juridiction contraignante. Donc on en reparlera sûrement après. Le mécanisme qui avait été préféré, c'était un mécanisme non contraignant qui est la commission. Sauf que dans les années 60-70, on assiste à des violations massives des droits de la personne humaine sur le continent africain. Les exemples les plus paroxystiques, c'est Amin Dada en Ouganda, Bokassa en Centrafrique, et une multiplication des conflits, notamment en Angola, au Mozambique et au Nigeria.
Donc ça, c'est un des éléments explicatifs, c'est la multiplication des violations des droits de l'homme et leur non-répression à l'échelle interne. L'autre élément explicatif, c'est la mobilisation de juristes africains éminents et de personnalités politiques éminentes. Donc on parle beaucoup de Senghor pour ce qui est de la charte africaine des droits de l'homme, donc l'ancien président sénégalais. D'un point de vue un peu plus précis pour ce qui est vraiment des juristes, il y a bien sûr Kema Mbaye, qui était un juriste sénégalais, mais on peut aussi citer Peter Onu, qui était nigérian, Thio Elias, qui était aussi nigérian, ou encore Isaac Nguema, qui était gabonais, et qui ont vraiment participé à la création et à la gestation du système et de la Cour en tant que telle. Et le troisième élément explicatif, c'est aussi la fin de la guerre froide, un processus de démocratisation à l'échelle du continent et à l'échelle globale en général, qui était plutôt favorable au droit international des droits de l'homme, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais on en reparlera. D'accord. Donc, si je ne me trompe pas, la Cour est opérationnelle depuis 2006, c'est ça ? Alors, la Cour est opérationnelle depuis 2006, mais a rendu son premier arrêt uniquement en 2013. Ok. Mais du coup, je voudrais savoir quel est le mandat exact de la Cour et quelles sont ses prérogatives. Alors, la Cour. Donc, les dates clés, c'est donc 98, adoption du protocole de Ouagadougou, qui entre en vigueur en 2004. En 2006, la Cour prend officiellement ses fonctions et s'installe en Tanzanie, à Arusha, où elle a toujours son siège. Ensuite, elle rend son premier arrêt en 2013. Et ensuite, petit à petit, elle va monter, elle va monter en régime pour rendre de plus en plus d'arrêts. Et j'ai cherché des chiffres un peu avant de venir, donc j'ai trouvé des chiffres de mars 2025. Aujourd'hui, elle rend en moyenne 25 arrêts par an. Elle a reçu 354 requêtes sur des questions contentieuses et 17 demandes d'avis consultatifs. Et elle a statué sur 226 requêtes contentieuses et 15 avis consultatifs. Donc on voit qu'elle a eu une vraie activité en dépit des difficultés qu'elle rencontre. Sur la question de la compétence, comme vous l'avez dit et comme vous me le demandez maintenant, elle a deux types de compétences. Elle a une compétence consultative, à l'instar des autres juridictions de ce type, ou en général des juridictions internationales. C'est-à-dire que tout État ou toute organisation intergouvernementale africaine peut saisir la Cour pour clarifier un point de droit, interpréter la Charte africaine des droits de l'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette compétence consultative, elle permet également de donner aux ONG, sous certaines conditions, la possibilité de demander ces avis consultatifs-là. Et justement, en ce moment, une coalition d'ONG, qui était notamment dirigée par l'Union panafricaine des avocats, a fait une demande d'avis consultatif à la Cour sur la question, l'intitulé exact, c'est les obligations des États africains en matière de droits humains dans le contexte du changement climatique. Donc ça va être un arrêt important et qui fait écho aussi aux avis consultatifs qui ont été rendus par la Cour internationale de justice sur ces questions, par la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour interaméricaine. Donc finalement, il ne manque que la Cour africaine qui doit finalement statuer sur ces questions-là. Donc ça, c'est pour la compétence consultative. Pour la compétence contentieuse, qui représente l'extrême majorité des affaires. D'un point de vue matériel, elle peut interpréter et veiller à l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, bien sûr, mais aussi de tous les protocoles qui ont été par la suite adoptés. Et ce qui la singularise encore plus vis-à-vis des autres juridictions de même type, c'est qu'elle peut statuer sur tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme qui sont ratifiés par les États parties au litige. Ça, c'est l'article 3
du protocole de Ouagadougou. Donc voilà son champ matériel qui est extrêmement important, d'autant plus que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a elle-même un champ matériel assez important, puisqu'elle ne consacre pas uniquement des droits individuels, mais aussi des droits collectifs, sous la forme de droits des peuples. On pourra en reparler on pourra en reparler après. Et ça singularise le texte en lui-même. Dernière chose sur la question de la compétence, parce que c'est un peu technique, c'est pas forcément le plus intéressant. La Cour africaine peut être... le prétoire de la Cour africaine est ouvert, bien sûr, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, aux États partis au protocole de Ouagadougou, aux organisations intergouvernementales établies dans le cadre des mécanismes de l'Union africaine, et aussi, chose très importante et actuellement problématique, aux individus et aux organisations non gouvernementales, à condition que les États de nationalité de ces individus ou de ces ONG aient envoyé et soumis une déclaration facultative de reconnaissance de la compétence de la Cour qui est prévue à l'article 34.6. Okay. Nous reviendrons sur ce point plus tard dans notre discussion. Mais du coup, vous rappelez que la Cour a à la fois une compétence consultative et une compétence contraignante. Comment ce mandat de la Cour est-il complémentaire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples? Comment ces deux, est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce qu'ils... Alors, pour faire simple, la commission, donc, qui, elle, est instituée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, par l'article 30. Donc, c'est le premier organe, finalement, de suivi de cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples, n'est pas une juridiction, à la différence de la Cour, qui est une juridiction régionale. La commission n'est pas une juridiction. Elle a une compétence qui est triple, qui est une compétence de protection, certes, mais surtout de promotion et d'interprétation de la charte. La protection se fait par un mécanisme qui peut paraître similaire à celui de la charte africaine, mais qui, in fine, ne l'est pas, étant donné que les communications, c'est-à-dire les arrêts qu'elle rend, ne sont pas contraignants, donc ne sont pas formellement des arrêts. On parle de juridiction ou de jurisprudence quasi contraignante, mais voilà, les États ne sont pas tenus de respecter les arrêts que rend la Commission, alors qu'ils sont tenus de respecter ce que rend la Cour, quand bien même ils ne le font pas toujours. Ok. Donc, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, la Cour africaine est l'une des 3 juridictions continentales au monde. Je voudrais savoir quels sont les points de similitude entre la Cour africaine et les autres cours, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Alors, les points de similitude, étant donné que c'est des juridictions de protection des droits de la personne humaine, elles en ont beaucoup. Elles en ont même une majorité. Sur les points de divergence, donc qui peut singulariser une juridiction par rapport à l'autre, on va dire que sur la question de l'ouverture du prétoire, la Cour européenne permet à tout individu, après épuisement des voies de recours internes, mais ce qui est aussi le cas pour la Cour africaine, d'ester en justice devant la Cour européenne, ce qui n'est pas le cas de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, puisque seuls les individus dont les États ont fait la fameuse déclaration de l'article 34.6 peuvent le faire. Donc on voit que d'un point de vue personnel, elle peut être considérée comme un peu plus restrictive. En revanche, d'un point de vue normatif, elle a un champ matériel beaucoup plus important, puisqu'elle peut traiter de tous les matériaux relatifs au droit international des droits de la personne humaine qui ont été ratifiés par les États concernés. Et le répertoire normatif de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est lui-même beaucoup plus complexe, solide et sophistiqué, finalement, que celui de la Convention européenne ou de la Cour interaméricaine. Après, c'est une juridiction qui est beaucoup plus jeune, donc qui a rendu moins d'arrêts,
qui a rendu des arrêts au début qui n'étaient pas forcément des arrêts de grande qualité, mais qui petit à petit s'est amélioré, a affiné son interprétation, son argumentation pour rendre des arrêts de grande qualité. Et elle rend aujourd'hui des arrêts généralement d'assez bonne qualité. Après, elle n'a pas, à la différence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui est une cour que certains qualifient d'activiste, mais pour moi, ce n'est pas un gros mot, c'est-à-dire une vision très avant-gardiste de ce que peut être la protection des droits de l'homme d'un point de vue normatif. La Cour africaine le fait moins, même si elle a rendu des arrêts vraiment importants et progressistes. Elle ne le fait pas dans des proportions similaires à celles de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et des peuples. Des droits de l'homme, pardon, pas des peuples. Justement, est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur quelques-uns des arrêts phares que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a statué récemment ? Alors récemment, je vais parler de deux arrêts qui sont un peu fondamentaux. Un, parce que c'est un des premiers de 2014 et un des plus médiatisés relatif à l'assassinat d'un journaliste burkinabé qui s'appelait Norbert Zongo. Et qui a été une étape importante dans la lutte contre l'impunité, en particulier vis-à-vis des journalistes, mais de toute forme d'opposition au pouvoir en place, où la Cour a reconnu que le Burkina Faso avait notamment violé l'article 7 relatif à un procès équitable, l'article 9 relatif à la liberté d'expression et une obligation générale de protection des droits humains, et a demander à ce que l'État burkinabé verse un certain nombre de réparations à la famille de Zongo et des 3 autres journalistes burkinabés qui avaient été assassinés. Donc sur la question de la réparation des préjudices et de la lutte contre l'impunité, c'est un arrêt fondateur de la Cour, étant donné qu'il est intervenu moins d'1 an après son premier arrêt de 2013. L'autre arrêt sur lequel je voulais... Il y en a plein, hein, oui. Mais bon, j'ai plein de collègues qui les commentent très très bien, mieux que moi. L'autre arrêt, moi, qui est fondamental pour moi et qui a été fondamental pour mes recherches, c'est l'arrêt sur la communauté et le peuple autochtone Ogiek de 2017. Donc c'est une affaire qui avait commencé devant la commission, et ensuite que la commission a décidé de transférer devant la Cour. Donc vous me parliez de la complémentarité. La commission a la possibilité de déférer sous certaines conditions des affaires devant la Cour africaine. C'est un arrêt qui est très important puisque c'est la première fois que la Cour africaine reconnaissait des violations des droits des peuples, donc une manifestation collective du droit international des droits humains, et d'autant plus à des peuples non étatiques, ce qui, et ça a été l'objet de ma thèse, n'était pas forcément prévu par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui conférait principalement des droits aux peuples colonisés, et pas forcément à des peuples opprimés à l'intérieur des États, donc à des peuples non étatiques. C'est un arrêt important parce qu'elle a clarifié sa conception de l'autochtonie. Elle a donc reconnu des droits, des violations des droits des peuples. C'est un arrêt qui est dense sur le plan normatif. Et ça a été suivi d'un autre arrêt sur des réparations. Des réparations pécuniaires ont été demandées à l'État kényan, qui est sur des sommes relativement conséquentes, qui n'a, je crois, toujours pas versé. Mais ça, c'est un autre problème qui ne concerne pas uniquement la Cour africaine, mais qui concerne toutes les juridictions de protection des droits de la personne humaine, mais en général des juridictions qui touchent de près ou de loin au droit international. C'est la question de l'effectivité des arrêts, mais on pourrait refaire une émission sur cette question. Avec plaisir. Donc, un autre problème auquel fait face la Cour, c'est les retraits. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. On a une cascade de retraits depuis 2016, avec le retrait de pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, plus récemment la Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces retraits et ce qu'ils signifient du coup pour la légitimité de la Cour, pour son rôle, pour son efficacité dans la protection des droits de l'homme et des peuples? Alors pour clarifier, donc ces retraits, c'est les retraits de certains États qui sont signataires du protocole de Ouagadougou, qui avaient dans une
dans un moment de volonté aussi de respecter et d'adopter les standards internationaux de protection des droits de la personne humaine, fait la fameuse déclaration facultative de l'article 34.6 qui permet aux individus et aux ONG d'ester devant la Cour. Donc, il y a eu 12 ou 13 États, je ne sais plus, qui avaient fait cette déclaration-là. Depuis 2016, on assiste à un phénomène de retrait. Ça a commencé par le Rwanda, ensuite il y a eu la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Tanzanie, je pense. La Tanzanie et la Tunisie. Récemment la Tunisie. Il reste uniquement dans les États qui ont toujours cette déclaration-là, 7 États, il me semble. Pourquoi ces États retirent leur déclaration ? C'est souvent parce qu'ils ont été condamnés par la Cour africaine pour différentes raisons relatives au traitement des opposants politiques. C'est souvent ça, d'ailleurs, ça a été le cas pour la Côte d'Ivoire, pour le Rwanda, et c'est le cas pour la Tunisie. Donc ils sont mécontents, ils considèrent que la Cour s'immisce trop dans les affaires intérieures de l'État. Mais voilà, c'est surtout le reflet de dynamiques autoritaires à l'intérieur de ces États-là, avec des dynamiques de régime politique autoritaire. Dernièrement, donc, c'était la Tunisie en mars dernier. Le président tunisien a pris position contre la Cour et donc a dit que la Tunisie allait retirer cette déclaration à la suite de l'épinglage de la Tunisie par rapport au traitement d'un opposant, de Ranouchi. Donc ces dynamiques-là, la Cour n'y est finalement pas pour grand-chose parce que elle fait son travail, et c'est peut-être justement parce qu'elle fait bien son travail ou trop bien son travail que ces États se retirent, et c'est toute la difficulté de ces juridictions qui sont basées, comme l'ensemble du droit international, sur la bonne volonté des États. D'accord, donc à l'aune de cette crise, quelles sont les perspectives pour cette Cour selon vous ? Alors là, les perspectives pour la Cour, mais pour le droit international en général, mais pour la Cour sont pas forcément très satisfaisantes, sachant que 98% des affaires de la Cour viennent d'individus ou d'ONG, donc sont formulées eu égard à la déclaration facultative émise par les États, la déclaration 34.6. 98%. Donc on voit que si finalement il reste que 2 États qui ont fait cette déclaration-là, 3 États, 4 États, le volume d'affaires à la Cour va cesser, et donc son importance va aussi en prendre un coup, pour parler de manière familière. Les perspectives, ça va devenir une institution qui va lutter pour sa survie, lutter pour que les États lui accordent une importance nécessaire. Elle va se mettre en mode lutte pour sa survie. Sachant qu'il y a ces problèmes juridiques-là, ces problèmes de compétences personnelles qui finalement se restreint, mais il y a aussi des problématiques financières. La Cour manque d'argent, manque de personnel, donc il y a beaucoup d'affaires qui sont pendantes. Et l'Union africaine ne semble pas vouloir particulièrement débloquer plus de fonds, de ce que je sais actuellement, pour la Cour. Donc c'est une juridiction qui va mal, mais qui va mal parce que finalement elle a peut-être trop bien fait son travail. Donc justement, pour finir peut-être sur une note recommandationnelle, je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques pistes que vous jugez pertinentes pour améliorer le fonctionnement de la Cour ? C'est très difficile parce que moi je suis pas, je la regarde de l'extérieur, je m'y intéresse moins finalement en ce moment. Je pense que comme toutes ces juridictions, pour les renforcer dans des moments où les États veulent finalement s'en passer, puisque c'est aussi ça, et c'est pas propre au continent africain ou aux dynamiques régionales africaines. Je pense que ce qu'il faut, c'est leur donner plus d'argent pour qu'elles deviennent finalement plus autonome, moins dépendante des États, mais c'est compliqué puisque l'Union africaine est elle-même une organisation interrégionale.
Et la seule façon pour la Cour, finalement, de continuer à exister au-delà des questions financières, c'est de continuer à produire des arrêts de qualité, à aller loin dans sa jurisprudence, d'avoir une jurisprudence qui soit à la fois, certes, respectueuse de la souveraineté des États, mais pro-hominée, qui soit à l'avant-garde de ce que doit être la protection des droits de l'homme, et surtout qu'elle arrive à produire une jurisprudence africaine du droit international des droits de l'homme, adaptée aux spécificités culturelles ou aux spécificités du continent, tout en étant bien sûr en respectant les calibres et les standards d'un droit à prétention universelle, qui est le droit international des droits de l'homme. D'accord, merci beaucoup Monsieur Manet pour vos réponses et pour votre temps. Je vous dis à très prochainement pour un nouvel épisode et à bientôt.